Afrique Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Kéka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. L'Ouest est-elle prête à faire sans le franc CFA? Cette question mérite d'être posée au moment où l'ECO, la monnaie commune aux 15 pays de la CEDEAO, se fait encore attendre. Le lancement initialement prévu en 2020 a été une fois de plus reporté en 2027, selon donc la CEDEAO, à cause de la pandémie de Covid-19, à laquelle est tout simplement venu s'ajouter d'autres obstacles tels que celui de la convergence des économies. L'on a souvenance d'ailleurs que c'était en 2019 que certains pays justement de la CEDEAO ont enclenché du côté d'Abuja au Nigeria le processus de création d'une monnaie commune appelée alors ECO. Et c'est donc en substance que cette annonce a été faite, c'était justement le 21 décembre 2019 à Abidjan par justement deux chefs d'État, notamment celui de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, et celui de la France, son Excellence Emmanuel Macron. Seulement, depuis, la France a donc ratifié le 10 décembre dernier l'accord de coopération monétaire conclu il y a un an avec bien sûr les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Pourtant, l'ECO ainsi mise tout simplement sur orbite n'est toujours pas en cours. Et de nombreuses questions concrètes restent encore en suspens, notamment celle de savoir comment est-ce que les dirigeants économiques de la zone UEMOA vont donc faire face justement à la métamorphose de ce franc CFA. Une autre question qui est toujours à l'ordre du jour est celle de savoir si le Nigeria va finalement finir par arrêter de bouder cette démarche des pays francophones. D'autres questions à l'instar par exemple de savoir si le cours de l'ECO sera fixe ou flexible, de même justement que la nouvelle date arrêtée qui est bien sûr celle de 2027, celle de savoir si cette date sera effectivement la bonne, est-ce qu'effectivement en 2027 cette nouvelle monnaie pourra définitivement ou alors effectivement voir le jour. Ce sont néanmoins des questions qui sont donc d'une grande importance quant à la réalité et que les pays bien sûr de l'UEMOA tardent jusque-là quand même à ratifier l'abandon justement de l'anachronique franc CFA. Et puis assure également dans cette édition appel sur le continent la présence de la MINUSCA du côté bien sûr de la République centrafricaine qui est donc à l'origine d'un mécontentement populaire car la population dénonce donc depuis quelque temps l'inefficacité des actions menée par la MINUSCA, une dénonciation qui a donc fini par aboutir à un mécontentement populaire de la MINUSCA, lequel attend tout simplement son apogée pour un certain nombre de raisons. Plusieurs manifestations et justement rassemblements contre cette MINUSCA ont donc commencé à se dérouler presque quotidiennement dans de nombreuses villes et villages de la République centrafricaine. Pour donc mieux exprimer ce mécontentement, une action dénommée Stop MINUSCA a même été lancée par des citoyens en colère. Cette action a justement débuté à Bangui, la capitale, dès le mois de juillet dernier et ensuite a eu lieu donc dans plusieurs autres villes du pays. La dernière action donc en date a eu lieu dans la ville de Mbaïki. C'était justement le 26 août où les manifestants brandaient des pancartes avec bien sûr des slogans où l'on pouvait lire Stop MINUSCA et empêcher bien sûr la circulation des camions de la mission onusienne. Mais bien avant quand même, il faut le dire, les vendredis 20 et samedi 21 août, c'était tout simplement la ville de Bossangoa, située donc au nord du pays, qui a justement fait la une de cette action dénommée Stop MINUSCA. L'objectif ici était bien évidemment de montrer le mécontentement des populations face à la mission onusienne qui, à en croire les populations, coopère avec les rebelles et tue des innocents. Le procédé justement de cette action reste donc la même, à savoir ériger des barricades sur la route pour bloquer le passage de plusieurs véhicules de la mission de maintien de la paix de l'ONU, jugée donc d'inefficace. Ce mécontentement grandissant est donc dû à en croire bien évidemment les riverains au laxisme des éléments de cette MINUSCA
qui visiblement sont en territoire centrafricain pour toute une autre mission. Mission autre que celle, bien sûr, de sécuriser les biens et les personnes. Rappelons que cette mission est donc arrivée en 2014 du côté, bien sûr, de la République centrafricaine et elle compte aujourd'hui plus de 14 000 soldats et 3 000 policiers. Mais cette mission ne parvient pas à résoudre le problème de l'insécurité qui ronge le pays. Et donc, il faut le rappeler ici, n'eût été bien évidemment l'arrivée des instructeurs russes qui sont parvenus justement à faire partir dans certains villages ces rebelles qui jusque-là dictaient encore leurs lois. N'eût été justement ces instructeurs russes, justement, ces groupes rebelles auraient toujours la main mise sur la majeure partie des villes et bien sûr des villages de la République centrafricaine. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette édition Appel sur le continent. Et donc pour ce soir, deux thématiques sur la table. La première parle donc d'économie avec notamment la fameuse question sur le franc CFA et notamment l'écho avec la grosse interrogation, ou du moins le gros point d'interrogation qui subsiste. Cette interrogation qui jusque-là n'a toujours pas de réponse, car nous le savons, en 2019 justement, du côté bien sûr d'Abuja, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest avaient donc décidé de mettre sur pied une monnaie qui devrait en principe voir le jour en 2020. Sauf qu'avec la pandémie de coronavirus, beaucoup de choses ont dû se passer. L'économie a été ralentie sur pratiquement pratiquement tous les continents du monde, de l'Afrique y compris, ce qui a donc amené bien évidemment les dirigeants mais également les experts économiques de ces pays de l'Afrique de l'Ouest à reporter donc tout simplement l'avènement de cette nouvelle monnaie pour 2027. Et donc entre-temps, la question reste donc sur la table. Est-ce que ces pays de l'Afrique de l'Ouest pourraient tout simplement atteindre cette année 2027 sans justement le franc CFA? C'est la grosse interrogation qui est donc posée aujourd'hui pour une monnaie justement qui devrait déjà être en circulation effectivement depuis 2020. Et donc en deuxième partie de cette édition Appel sur le continent, nous allons parler de la MINUSCA qui semble être persona non grata bien sûr du côté bien sûr de la République centrafricaine, parce qu'il faut le dire, de plus en plus les populations de ce pays situé bien sûr en Afrique centrale ne veulent plus de la présence de cette mission onusienne, car à en croire les populations, cette mission est tout simplement inefficace depuis justement son arrivée sur le sol centrafricain en 2014. Le problème sécuritaire persiste et n'eût été effectivement l'arrivée des instructeurs russes, peut-être aujourd'hui le pays serait toujours dans le chaos. Encore ce pays serait tout simplement entre les mains des groupes rebelles qui durant longtemps ont justement tenu plusieurs villes et certains villages de la République centrafricaine. Voilà donc les deux sujets qui font l'objet de votre édition Appel sur le continent, édition bien sûr de ce mercredi 1er septembre. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Luc Michel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Linda, bonsoir au plateau et bonsoir à nos téléspectateurs. Ce sont deux dossiers très importants parce qu'ils touchent tous les deux à l'indépendance africaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le dossier du franc CFA, ce n'est plus un dossier économique. C'est un dossier géopolitique et le Covid, c'est un prétexte en fait pour ne pas expliquer qu'il y a un blocage géopolitique sur ce dossier. Il faut comprendre que le franc CFA, l'Afrexit CFA comme on dit, c'est une cause panafricaine depuis longtemps. Moi, je m'en occupais déjà quand je combattais aux côtés du colonel Kadhafi en Libye. Mais à partir de 2011-2012, il y a eu Afrique Média. Et Afrique Média, elle a converti de larges masses panafricaines à la question de l'Afrexit CFA. Macron s'en est rendu compte. Dès qu'il a été président en 2017, il a cherché un nouveau dossier pour combattre cela. Macron, contrairement à Hollande ou à Sarkozy, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique.
Lorsqu'il était étudiant, il a fait des stages dans des ambassades africaines. Il a pour adjoint sur l'Afrique Lionel Zinzou, qui était son collègue lorsqu'il était un directeur à la banque Rothschild. Et il a un conseil africain qui le conseille. Que fait Macron? Il a tenté de rouler les Africains. Il a proposé un projet de France-Afrique 2.0. Qu'est-ce que c'était? C'était de faire une nouvelle France-Afrique au départ de la CEDEAO élargie au Royaume du Maroc, ce qui est déjà effectif. Le Maroc, c'est l'associé économique de la France. Et il a construit ce projet donc de France-Afrique 2.0 en voulant transformer le franc CFA, en s'emparant de l'éco. Ouattara, il a révélé la mèche, on peut le dire, et le fond du projet de Macron. Il a dit que l'éco, c'était le nouveau nom du franc CFA. Mais les projets de Macron, ils se sont opposés aux projets anglo-saxons, ceux de la Grande-Bretagne, soutenus par l'Amérique de Trump. Pour la Grande-Bretagne, c'était le Brexit. Et les Anglais ont expliqué qu'ils voulaient remplacer les marchés européens par des marchés africains. Il était hors de question pour la Grande-Bretagne de laisser Macron s'emparer de la CEDEAO, et Trump a soutenu ce projet. Il faut savoir que le Brexit, c'est un projet des réseaux américains qui soutenaient Donald Trump pour fracturer l'Union européenne. Donc, ils ont mandaté le Nigeria pour s'opposer au plan de Macron. Il y a eu une grande réunion internationale à Londres où l'invité vedette, c'était Buhari, le président nigérien. Et le but de cette réunion, c'était d'empêcher les projets de Macron. En 2021, Biden est arrivé au pouvoir. Lui, il a renouvelé les accords de vassalisation de la France en Afrique pour le compte des Américains. Et il ne s'est plus opposé au projet de Macron. Tout simplement parce que Macron est essentiel pour les projets américains en Afrique. On a redéployé la France au Mozambique et en mer Rouge. Et deuxièmement, le projet de redéploiement militaire de l'OTAN et de l'armée américaine sur toute l'Afrique, jusque-là il ne concernait que l'Afrique du Nord et le Maroc. Il a besoin précisément du Maroc. Le Maroc, c'est la porte d'entrée de l'Africom et de l'armée américaine pour l'Afrique. On a organisé il y a un mois une grande manœuvre qui s'appelle Lion africain 2021, une manœuvre de l'armée marocaine et de l'armée américaine aux frontières de l'Algérie et de Bamako, qui sont les alliés de la Russie. Enfin, troisième membre essentiel, c'est Ouattara. Vous savez que depuis que le Sénégal s'est rapproché de l'Iran, il n'est plus considéré comme fiable par les Américains. Et les Américains sont en train de remplacer le Sénégal comme base logistique de l'armée américaine par la Côte d'Ivoire. Sous prétexte de terrorisme, les forces spéciales américaines sont déployées dans toute la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, le blocage qui existait au niveau de la CEDEAO au projet américain, il n'existe plus. Mais l'opposition de Londres, elle existe toujours. Il faut savoir que le Nigeria, ce n'est pas un État indépendant. Le Nigeria est pour les Britanniques ce qu'est Alassane Ouattara pour les Français et le Maroc. Donc tout le dossier de l'écho capté, ce qu'on a appelé le Wacron, l'écho capté par Ouattara et par Macron, il est encore bloqué par les Britanniques et il est bloqué. Il n'est pas question pour les Britanniques et pour le Nigeria que les Français s'emparent de la CEDEAO. Tout cela, c'est un dossier aujourd'hui géopolitique et plus économique. Il a des aspects économiques, mais qui ne sont pas prioritaires. Voilà ce qu'il faut retenir de toute cette affaire. Il est essentiel pour les Africains que l'éco et le franc CFA cessent, pour que les Africains cessent d'être un butin et un enjeu pour les Britanniques ou les Français. Les Africains doivent reprendre leur indépendance. Il est essentiel pour les Africains qu'il n'y ait pas non plus un nouveau franc CFA ou un éco, mais une nouvelle monnaie africaine. C'était le projet de Kadhafi, c'était le projet de la monnaie africaine unique. Il voulait qu'elle s'appelle le dinar or.
C'est une des raisons pour lesquelles les Occidentaux ont détruit la Jamaïria. Le projet de Kadhafi, il est plus que jamais essentiel. Ce matin, le grand économiste camerounais, le docteur Tchakitei, il a lié la question du franc CFA à la question de l'esclavage et il a raison. Je vous en parlerai plus avant dans l'émission. Alors, Luc Michel, il a une question quand même qui reste posée parfois sans réponse, c'est celle de savoir, parce que là nous avons assisté quand même à un second report de la création, ou du moins de la mise en circulation, de la création, on va le dire ainsi, de cette monnaie appelée donc ECO. Pensez-vous effectivement que la date de 2027 pourrait être la véritable date et la bonne date pour la création de cette monnaie? Non, je n'y crois pas. Cette date a été proposée pour calmer les choses, non pas entre le Nigeria et Macron, mais entre Macron et la Grande-Bretagne. Il y a eu le Brexit qui était une opération géopolitique des États-Unis sous Trump pour fracturer l'Union européenne. Et actuellement, il y a des oppositions un peu partout à la prise de contrôle de la CEDEAO par Macron. Il y a l'opposition des Britanniques qui se déroule autour du Nigeria et du Ghana. Il y a l'opposition de l'Allemagne. L'Allemagne actuellement qui ne veut pas d'une reprise de contrôle de la CEDEAO par Macron, ce qui redonnerait une puissance géopolitique à la France. Et donc l'Allemagne qui a une très grande influence sur le Ghana, notamment militaire, depuis 2013, tous ces gens-là ne veulent pas que Macron devienne le patron, si vous voulez, de la CEDEAO. Pas plus que l'économie du Maroc, les banques marocaines. Les banques du Nigeria, elles sont dans la lignée, dans l'optique, dans la suggestion de la City de Londres. Les banques marocaines, elles sont dans la suggestion des banques françaises et de la France. Ce blocage qu'on essaye de lever pour 2027, moi je vous dis tout de suite que je n'y crois pas. Et aujourd'hui, justement, vous parlez tout à l'heure de ce Nigeria qui a été présenté comme le pays, justement, qui faisait le bloc à la création, ou du moins à l'arrêté définitif de la création, justement, de cette monnaie. Pensez-vous qu'en repoussant, justement, jusqu'en 2027, est-ce que c'est le temps mis, peut-être pour essayer de convaincre le Nigeria et d'autres États, bien sûr, de cette zone ouest africaine pour finalement adopter cette monnaie? Écoutez, il y a deux agendas. Il y a l'agenda de Macron, du roi du Maroc et de Alassane Ouattara. Ils espèrent convaincre effectivement le Nigeria. Et il y a l'agenda du Nigeria. Le Nigeria, il faut comprendre, comme Alassane Ouattara, c'est le mandataire de la France, le Nigeria, c'est le mandataire de la Grande-Bretagne. Il n'est pas question pour la Grande-Bretagne de remettre la CEDEAO élargie de 7 pays à la zone éco-humain de Macron. Donc c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Les choses sont en train de se dégrader entre la Grande-Bretagne et la France. Il y a de plus en plus une perte du marché économique européen par les Britanniques et ils ont besoin de compenser cette perte par justement les marchés de la CEDEAO. Donc moi je ne crois pas que ça se fera. Ce qui est déterminant, ce sont les fractures géopolitiques aujourd'hui. Et la fracture géopolitique essentielle, elle est entre la Grande-Bretagne et la France sur les marchés africains. Luc Michel, vous parliez justement de ce plan, ou du moins cette idée qu'avait eu donc le guide libyen Muammar Kadhafi avant justement qu'il ne se fasse assassiner. Ce projet, bien sûr, de la monnaie africaine, est-ce qu'il ne serait pas grand temps, Luc Michel, avec ce report jusqu'en 2027, pourquoi pas pour certains dirigeants africains, ou du moins pourquoi pas pour tous les dirigeants justement, notamment de la zone des pays qui utilisent jusqu'ici le franc CFA, de se mettre ensemble et de véritablement penser, ou du moins de repenser ce projet, bien sûr, de Muammar Kadhafi, ne pas s'atteler justement à ce qui est caractérisé aujourd'hui comme une copie du franc CFA, pour ne pas citer l'écho, et plutôt de penser à quelque chose de meilleur. Le projet de Kadhafi, il est plus que jamais actuel. Kadhafi, c'était un partisan du nationalisme économique, et dès les années 2003, il a été saboté par les Sud-Africains qui sont aussi des agents américains. Ils ont créé à l'époque le NEPAD, et lorsque Kadhafi a été liquidé, lorsque la Jamaïria a disparu,
On a confié, Kagame a confié au départ le développement économique de l'Afrique. C'est une erreur fondamentale. Les dirigeants, il y a deux zones actuellement du franc CFA. Il y a la CEDEAO, il n'y a rien à attendre de la CEDEAO. La CEDEAO, elle est sous influence française pour certains pays, elle est sous influence britannique pour les autres. Eux ne veulent pas d'une monnaie africaine. Mais il y a les dirigeants de la CEMAC. La CEMAC, c'est la zone rebelle au franc CFA. C'était la zone d'Idriss Déby Itno, dont, rappelez-vous, il avait sur les plateaux d'Afrique Média interviewé, dit son opposition au franc CFA. C'est la CEMAC, c'est la zone de Paul Biya, c'est la zone de Viagneman Massogo, qui sont opposés à la France dedans. Eux, évidemment, auraient tout intérêt à reprendre les projets de Kadhafi, mais pour le moment, on n'est nulle part dans ce domaine. Il faut savoir que, comme l'a dit le docteur Tchakouté ce matin, le franc CFA, c'est la continuation de l'esclavage. Qu'est-ce que c'est le colonialisme? C'est au départ, il y a le développement du capitalisme en Europe. Ce n'est pas les peuples européens, c'est les oligarchies européennes. Ils développent le capitalisme au départ de l'esclavage. L'esclavage, qu'est-ce qu'il fournit? Il fournit des moyens économiques quasiment gratuits au capitalisme européen. Lorsque le colonialisme, l'esclavage se termine, l'esclavage, il a permis au capitalisme britannique et anglo-saxon de se développer en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Lorsqu'il y a une opposition morale à l'esclavage, notamment avec Robespierre, Robespierre qui est le premier dirigeant européen à liquider l'esclavage, c'est Napoléon qui va mettre un terme à ses projets, qui va rétablir l'esclavage. Lorsque tous les pays européens sont obligés de liquider pour des raisons morales l'esclavage, on substitue à l'esclavage le colonialisme. Il y a une thèse universitaire qui est sortie l'année précédente au Maroc précisément. Il explique les liens entre l'esclavage et le colonialisme. Le colonialisme, il est la succession de l'esclavage et donc c'est une succession de l'exploitation des Africains, l'exploitation gratuite de l'esclavage. Elle fait place à l'exploitation gratuite par le colonialisme. Ça avait déjà été expliqué par Lénine en 1904 dans son livre fondamental sur l'impérialisme, stade ultime du capitalisme. Donc l'esclavage, il est remplacé par le colonialisme. Lorsque le colonialisme est liquidé dans les années 1960, eh bien, il est remplacé par le franc CFA, il est remplacé par le Commonwealth britannique, il est remplacé par le précaré français. Et aujourd'hui, les Africains, pour se libérer de ce second esclavage, ils doivent liquider le franc CFA. C'est ce qu'avait très bien compris Muammar Kadhafi. C'est ce qu'aujourd'hui ont compris des dirigeants africains comme Idriss Déby Itno, le regretté maréchal du Tchad, ou comme Obiang-Nema Massogo, le dirigeant de la Guinée équatoriale. C'est pour ça que les Français, les Américains sont opposés à la Guinée équatoriale. Il faut en finir avec toutes les séquelles de l'esclavage, du colonialisme, de l'esclavagisme, etc. Il faut véritablement une indépendance africaine. Elle passe par une monnaie africaine unique, pas une monnaie des pays de langue française, pas une monnaie de la CEMAC ou de la CEDEAO, mais une monnaie globale africaine unique. C'est cela qu'avait compris Kadhafi, c'est cela que propose le néo-panafricanisme, c'est cela qu'aujourd'hui est plus que jamais actuel. Il ne faut pas se laisser prendre au piège des Français ou des Britanniques, à ce projet de la France-Afrique 2.0, de faire de l'éco le nouveau nom du franc CFA comme l'a avoué Alassane Ouattara. Il faut remplacer tout ça par une monnaie africaine indépendante et par le départ des Africains, des Britanniques, des Espagnols, des Allemands et des Belges d'Afrique. On en est très loin malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un projet de recolonisation des pays africains qui est mené par les États-Unis et Macron justement, et il y a un projet de relancer le Commonwealth qui est celui des Britanniques. Tout cela, c'est la continuation de l'esclavagisme et du colonialisme.
Il faut en finir avec tout cela. Michel, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous, pourquoi pas, d'aller du côté du standard et avoir certainement quelques appelants qui souhaitent également apporter leur contribution à cette première thématique. Est-il possible justement pour l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui de fonctionner sans le franc CFA, quand on sait justement qu'en 2019, plusieurs pays justement de cette communauté monétaire avaient donc décidé de mettre sur pied une nouvelle monnaie, une monnaie justement qui devra en principe voir le jour en 2020, mais malheureusement la date de lancement de cette monnaie a donc été reportée pour 2027 entre-temps. Comment ça va donc se passer du côté bien sûr de l'Afrique de l'Ouest? Comment est-ce que les économistes avertis de ce côté-là vont donc parvenir à tenir jusqu'en 2027 quand on sait que cette monnaie était donc tant attendue justement du côté de l'Afrique de l'Ouest, malgré effectivement quelques petites questions qui restent encore ici sans réponse. Nous partons au standard, je crois, avec Mohamed depuis le Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous Mohamed et bienvenue. Nous avons Mohamed au standard, bonsoir. Je crois que nous avons perdu ce téléspectateur, nous allons prendre un autre. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, princesse Linda Debbie. C'est M. Abou depuis l'Angleterre. Censé vous saluer avec beaucoup de déférence, d'amour profond, de lumière, de paix et de joie. Je suis très content de vous revoir ce soir et je salue votre invité de marque, Luc Michel l'Africain, tous les techniciens, le PDG que j'adore et tous les appelants qui sont sur la plateforme Telegram d'Afrique Média. Une fois que j'ai dit cela, comprenez que le sujet d'aujourd'hui est tellement important que, parce que c'est le plus grand problème que l'Afrique de l'Ouest a, c'est le franc CFA qui est à la base de toutes nos souffrances en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est le franc, avec la manne financière que cette France a, qu'aujourd'hui, on a tout, elle peut sponsoriser les rébellions, le terrorisme. C'est avec ça qu'elle arrive à mettre sous coupole tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que, c'est ce qu'on dit toujours, la main qui tient votre monnaie, c'est elle-là qui dirige. Donc, c'est la manne financière, le franc CFA, que nous, Africains, on doit tout faire pour arracher cela à la France afin qu'elle soit réduite à sa réelle valeur. Parce que c'est avec cette manne financière qu'elle arrive à convaincre tous les autres Européens du bienfait de continuer le néocolonialisme en Afrique, du bienfait de continuer à opprimer l'homme noir. Donc, nous disons que c'est le mal absolu que nous devons, auquel nous devons y remédier. C'est pourquoi que la version écho de ce que nous on appelle Macron Ouattara, c'est la leçon que nous voulons montrer à tous ceux-là qui disent qu'il faut les jeunes au pouvoir. Voilà un jeune Macron qui dit que lui, il est déconnecté de ce qui s'est passé dans le passé. Mais c'est lui-là même qui vient empirer ce que ses prédécesseurs ont fait avec le franc CFA. En plein 21e siècle, il veut se moquer des Africains et de l'humanité en simplement changeant le nom d'une monnaie et il garde tout son mécanisme et il dit que c'est une nouvelle monnaie. Mais de qui est-ce qu'on se moque? Ils pensent que les Africains sont des canards boiteux ou quoi? Nous disons que ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas perdurer. Et justement, nous disons bravo au Nigeria et au Ghana qui ont refusé cette combine-là, cette escroquerie grotesque en ce plein 21e siècle où nous sommes à l'ère
de l'informatique, nous sommes à l'ère de l'information. À l'instant même T, nous avons la même information partout. Nous sommes allés à l'école comme eux. Macron ne pourra pas prospérer. Et nous, l'Afrique, nous devons faire par tous les moyens pour créer notre propre monnaie. Et à partir de cela, on aura le vrai développement et la vraie renaissance africaine. Bonne continuation. Je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye pour nous. Bye. À vous, Monsieur Abou, de nous avoir appelé depuis l'Angleterre ce soir. Le standard reste donc ouvert pour cette première thématique avec vous, chers téléspectateurs. Vous également, vous pouvez composer l'un des numéros de téléphone qui s'affichent donc au bas de l'écran et apporter votre contribution, notamment à cette première thématique qui se présente justement sur une forme interrogative. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut-elle faire sans, bien sûr, le franc CFA? Et nous faisons bien sûr la référence à cette monnaie de la CEDEAO, justement, qui devait voir le jour en 2019, puis renvoyée donc en 2020. Et cette fois-ci, c'est donc pour 2027. Et la question, du moins plusieurs questions restent donc posées. Est-ce que la date de 2027 sera finalement la bonne date? Est-ce que finalement, par exemple, cette monnaie aura une banque qui sera définitivement donc indépendante? Qu'en sera-t-il justement? Qu'en sera-t-il justement du cours justement de cette monnaie appelée donc ECO, quand on sait tout ce qui se passe actuellement avec bien sûr le franc CFA? Tout compte fait, les questions restent donc posées. Et déjà, comment est-ce que les économistes du côté bien sûr de l'Afrique de l'Ouest appréhendent ces quelques années, du moins jusqu'en 2027, avant bien évidemment, si jamais cette monnaie finira par voir le jour, comment est-ce qu'ils s'y prennent du côté bien sûr de l'Afrique de l'Ouest? Le standard est donc ouvert, chers téléspectateurs, pour vous permettre justement d'apporter vos différentes contributions à cette thématique, avant bien évidemment que nous passions au deuxième sujet, donc pour cette édition Appel sur le continent. Mais en attendant d'avoir d'autres téléspectateurs au standard, nous allons retourner avec vous, Luc Michel, pour justement vous poser la question de savoir si jamais cette monnaie ECO venait donc à voir le jour, pensez-vous que justement le cours de l'ECO pourrait être fixe ou tout simplement flexible? Écoutez, le problème de l'Afrique, c'est qu'elle n'attache pas d'importance au fond des choses. Actuellement, il y a des tas d'intellectuels africains. Ils sont réfugiés dans un passé mythique qui est celui de l'Égypte antique, mais ça c'était il y a plus de 2000 ans. Il faut savoir qu'il y a 1000 ans, il y avait des États africains qui rivalisaient avec les États européens et musulmans. Tous ces États africains, ils avaient forcément des monnaies et une économie développée. Le roi du Mali au XIIe siècle, il était plus riche, il avait un État mieux organisé que la France, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Il avait notamment, on doit savoir que ces États avaient une économie développée, un fisc et des grandes armées. Ils prélevaient des impôts. Et le roi du Mali, par exemple, il avait organisé les premières universités à Gao et à Kidal, avant la Sorbonne ou Oxford. Avant le colonialisme, le royaume du Congo avec un cas, ou le royaume du Mali, par exemple, ou bien entendu le Cameroun, ils avaient des économies et des monnaies. Des gens qu'on nous a présentés comme des sauvages. On a dit que les Africains avaient reçu des Européens la civilisation et qu'ils n'étaient pas capables de développer des monnaies. C'est une imposture historique. Avant que les Allemands n'arrivent au Cameroun ou au Togo, il y avait au Cameroun, par exemple, il y avait une monnaie camerounaise. C'est que l'UPC nous a rappelé. Il proposait en 1960, lors de la décolonisation, de créer une monnaie camerounaise qu'on a proposé d'appeler le Oum, du nom de Oum Niobé, le dirigeant de l'indépendance africaine qui a été assassiné par les Français. Il faut donc savoir que les Africains sont capables d'avoir une monnaie africaine indépendante. Ils sont capables de maîtriser les mécanismes monétaires. Il ne faut pas écouter les Africains, il ne faut pas écouter Foccart et De Gaulle avec le franc CFA, qui est un mécanisme géopolitique de domination monétaire avant tout cela. Celui qui contrôle la monnaie d'un pays,
domine ce pays géopolitiquement. Aujourd'hui, les pays de la CEMAC ou de la CEDEAO, ils dépendent non plus de la Banque de Paris, ils dépendent de la Banque de l'euro qui est installée à Francfort. Et les économies de la CEDEAO des pays du Commonwealth, ils dépendent de la City de Londres. Les banques du Ghana, les banques du Nigeria et les banques d'Afrique du Sud, par exemple, elles dépendent des banques de la City de Londres. Les Européens ont organisé la suggestion néocoloniale des économies africaines. Les économies du précaré français, elles dépendent aujourd'hui elles dépendent des économies de la Banque de Francfort et les économies du Commonwealth, elles dépendent de la City de Londres. Il faut arrêter cette suggestion néocoloniale. La seule façon de le faire, c'est comme Kadhafi le proposait et il avait organisé, c'était la monnaie africaine unique, complètement indépendante de la City de Londres ou de la Banque européenne de Francfort ou de la Banque de Paris. Et bien entendu, elles doivent dépendre d'une monnaie africaine unique basée sur le projet qui était celui de Muammar Kadhafi, qui s'appelait alors le dinar or, et d'une banque africaine de développement indépendante de tous les pays. Lorsque Kadhafi a été éliminé, l'Afrique du Sud, qui est un État de suggestion anglo-saxonne, elle a proposé une banque africaine de développement qui n'a plus rien à voir avec le projet de Kadhafi. C'est une banque africaine de développement sous la suggestion de la banque, donc excusez-moi, je suis fatigué parce que je suis sur les plateaux de télévision depuis le matin. Elle a donc la Banque africaine de développement, elle est dans la suggestion des économies françaises et britanniques et allemandes. C'est cela qui doit s'arrêter. Il faut revenir au projet d'une Banque africaine de développement indépendante des économies européennes, anglo-saxonnes et françaises et allemandes. Voilà ce qu'il faut retenir de tout cela. Il faut arrêter avec tous ces projets, néocoloniaux. Il faut savoir que le Nigeria, qui a une économie extrêmement performante, mais elle dépend des Britanniques, elle a accepté d'être l'économie par procuration des Britanniques et elle dépend de la City de Londres, comme le précaré français dépend des économies allemandes et françaises. Il faut arrêter avec toute cette suggestion. Il faut une économie africaine indépendante, comme le proposait Kadhafi. De cette première thématique, parlant justement du franc CFA ou encore de la monnaie africaine. Alors, est-ce qu'il ne serait pas peut-être grand temps aujourd'hui qu'au lieu que, parce qu'on parlait par exemple du Nigeria qui a sa monnaie, il y a d'autres pays africains qui ont également leur monnaie, on parle par exemple de la République de Guinée également qui a sa propre monnaie, d'autres pays africains également. Est-ce que en pensant justement, ou du moins en maintenant un projet de création d'une nouvelle monnaie, est-ce que cela ne pourrait pas venir remettre un tant soit peu en cause la zone de libre, ou du moins les zones de libre-échange qui existent quand même entre certaines nations africaines? Écoutez, il faut comprendre, il y a aussi le Bénin d'ailleurs qui s'oppose au projet de Macron. Le Bénin qui s'est rapproché de l'Iran. Vous savez que depuis 1 an et demi, l'Iran est arrivé en Afrique dans la lignée de la Russie. Et ensemble, ils ont des projets militaires et économiques. Il faut savoir que la question fondamentale, c'est le nationalisme économique. Le nationalisme économique, il a été défini au XIXe siècle par un économiste allemand qui s'appelle Friedrich Nietzsche. C'est lui qui a inspiré l'unification économique des États-Unis après la guerre de sécession. Il a permis l'unification économique de l'Allemagne dans les années 1830-1870. C'est lui qui a créé la notion d'économie en voie de développement. Ce n'est pas le Fonds monétaire international après 1960, c'est Friedrich Nietzsche en 1830. Donc, il y a de nombreuses décennies.
Que dit Friedrich Nietzsche? Il dit qu'un État, pour être économique, il doit s'unifier économiquement, il doit créer une unification économique, une zone de libre-échange sans barrières douanières, mais à l'extérieur, il doit créer des barrières douanières fortes et se protéger des économies prédatrices extérieures. Ce n'est pas du tout ce que l'Union africaine a proposé avec la zone africaine de libre-échange. Qu'est-ce que c'est la zone africaine de libre-échange? C'est un projet qui vise à intégrer les économies africaines dans la globalisation anglo-saxonne et américaine. Qu'est-ce que c'est la zone africaine de libre-échange proposée notamment par Kadhafi, par Kagame et aujourd'hui par Tshisekedi? C'est simplement placer les économies africaines dans la suggestion de l'économie américaine et dans la suggestion de l'économie mondiale du dollar. Il faut quitter ces projets qui sont des projets prédateurs. Que proposait Kadhafi? C'est le nationalisme économique. Il faut revenir à ce nationalisme économique. Il n'est plus question que les économies africaines se profilent dans la lignée des économies américaines, britanniques ou françaises. Actuellement, il y a des projets de libre-échange. Il faut que ces projets continuent, mais indépendamment des économies occidentales. C'est cela qu'avait compris Friedrich Nietzsche. C'est à cela que doivent revenir les économies africaines, en particulier les économies de la zone CEMAC, de la CEDEAO. Il faut qu'elles se dégagent de la banque de Francfort, de la banque de la City de Londres, de la banque de Paris. Il faut que toutes ces économies soient indépendantes et qu'elles s'appuient sur une monnaie africaine unique, sur un nationalisme économique africain, sur un nationalisme monétaire africain. Sans cela, il n'y aura jamais d'indépendance africaine. Michel, pour cette conclusion en ce qui concerne bien sûr cette première thématique qui rentre donc en garde dans le cadre de cette édition Appel sur le continent qui se poursuit avec cette fois-ci la République centrafricaine. Nous l'annoncions justement à l'entame de cette édition. De ce côté-là, justement, les populations expriment un mécontentement populaire à l'endroit bien sûr de la MINUSCA, cette mission donc onusienne présente sur le sol centrafricain depuis 2014. Il se trouve justement que les populations ne sont pas du tout contentes justement du travail abattu, ou du moins le travail qui est fait par cette mission onusienne. Et donc depuis justement quelques semaines, il y a une action dénommée Action Stop MINUSCA du côté bien sûr de la République centrafricaine qui est donc tout simplement effective. Ce sont donc des citoyens centrafricains qui érigent donc des barricades à la sortie de certaines villes pour empêcher justement aux véhicules ou autres camions appartenant bien sûr à la MINUSCA d'entrer dans les villages et autres villes de la République centrafricaine. Je crois que nous allons partir au standard avec un téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Afrique Média. C'est Moussa depuis le Mali. Bonsoir. Je vous appelle à propos du franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie nazie, oui, je suis là. Le franc CFA, c'est une monnaie nazie. Depuis 1963, mon État a voulu sortir dedans. Mais la France a tout fait pour nous ramener des forces dedans. Ils ont même organisé un coup d'État contre nous. Vous savez que le Mali est le deuxième producteur d'or. Non, le deuxième producteur d'or en Afrique, mais ça ne nous sert à rien. C'est la France qui donne tout notre or gratuitement. Bon, l'écho, après de l'écho là, si les Nigériens peuvent nous tirer dans ça, moi je pense que c'est la solution. Sinon, l'Afrique, on souffre trop, on a trop souffert. On a nos ressources, les Nigériens a l'uranium, les Maliens a de l'or, la Côte d'Ivoire a des matières premières et puis c'est la population qui sont nos dirigeants ne font rien, c'est pas le problème. Voilà.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les médias continuent, on est fiers de vous. Diffuser des films, des programmes sur l'esclavage, tout, et puis prenez soin de vous. Vous êtes là pour la on est fiers de vous. Voilà, c'est ça que je voulais apporter comme contribution. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moussa, de nous avoir donc appelés. Et nous vous savons d'ailleurs très nombreux du côté, bien sûr, du Mali à nous suivre. Nous le disions, nous parlons justement à présent de la deuxième thématique sur la table. Donc, ce soit dans le cas d'appel sur le continent. Il s'agit bien sûr de la présence de la MINUSCA qui est donc à l'origine d'un mécontentement populaire du côté de la République centrafricaine. Et donc, le 26 août dernier encore, dans une ville de ce pays situé au centre de l'Afrique, des populations sont tout simplement sorties pour exprimer leur ras-le-bol et surtout demander à la MINUSCA de libérer les lieux. Et donc, une action appelée donc Stop MINUSCA, et donc d'actualité du côté de la République centrafricaine, avec bien sûr tous les jours des Centrafricains qui érigent des barricades pour demander à la MINUSCA de quitter tout simplement le territoire centrafricain parce que ces populations jugent la MINUSCA d'être tout simplement inefficace. Alors, Luc Michel, comment comprendre aujourd'hui, après autant d'années, parce qu'il faut le dire, c'est depuis 2014 justement que cette mission onusienne est présente sur le sol centrafricain et que rien n'a bougé. Il a fallu l'intervention, ou du moins l'arrivée des instructeurs russes pour qu'il y ait une sorte de balayage justement de ces groupes rebelles. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une guerre hybride qui est menée par la Russie contre les Occidentaux. La guerre hybride, elle a un volet militaire dont je vais parler ensuite, mais elle a un volet psychologique et médiatique. La guerre hybride, elle vise à gagner les esprits et les cœurs, et les esprits et les cœurs, ils sont perdus par les Occidentaux, par les États-Unis, par la France et par la MINUSCA qui est la complice des Occidentaux. Cette guerre hybride, elle a été perdue. Tout d'abord, il y a un volet militaire à cette guerre hybride. Il faut faire un bilan. En 7 ans, les Français, les Américains et la MINUSCA, ils n'ont pas été capables, ils ont plongé la Centrafrique dans le chaos. Et en 7 mois, les Russes, les forces de sécurité russes, avec l'aide des FACA et des Rwandais, ils ont rétabli la souveraineté de Touadéra et de la Centrafrique sur 85% du territoire. Toutes les structures de Centrafrique, elles sont aujourd'hui contrôlées par Touadéra. C'est cela qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé géopolitiquement en 2012, à la suite de la destruction de la Jamaïria? Les Français et les Américains, ils ont imposé à la Centrafrique un scénario géopolitique, un scénario à la libyenne. Les Français ont laissé une alliance islamiste radicale, la Séléka. La Séléka en Songo, cela veut dire la base. La base, ça se traduit en arabe par Al-Qaïda. Vous avez tout compris. Donc les Français ont refusé d'appliquer les accords militaires qui liaient Bangui à Paris. Ils ont laissé donc la Séléka s'emparer de la Centrafrique et ensuite la Centrafrique a été divisée au profit des groupes rebelles, au profit des islamistes de la Sénéca et des groupes chrétiens, les groupes Balaka du général Bozizé. Et ensuite, les casques bleus de la MINUSCA, ils ont partagé le territoire national entre les groupes armés chrétiens et musulmans. Ça a été leur rôle. Il a fallu, lorsque Touadéra est arrivé au pouvoir, il ne contrôlait même pas 25% du territoire national et même pas tous les quartiers de Bangui. Il s'est ensuite adressé à la Russie et la Russie lui a donné la souveraineté sur le territoire à 85%. Ça a été la fin des projets occidentaux franco-américains et des projets de la MINUSCA. La MINUSCA, elle ne sert plus à rien en Centrafrique. La Centrafrique aujourd'hui, ce n'est plus un pays divisé par la guerre civile, contrôlé par les groupes armés.
C'est un pays sur lequel les Russes ont rendu la souveraineté nationale à Touadéra. Suite à cela, les Centrafricains ont constaté que la MINUSCA, c'était la complice des groupes armés. Lorsque le putsch de Bozizé est intervenu au début de 2021, eh bien, notamment la MINUSCA, elle a aidé les groupes armés à s'armer. Lorsque ceux-ci ont été défaits par les Russes et les FACA, la MINUSCA a aidé les groupes armés à se protéger, à se réfugier dans d'autres pays. Elle a aidé à les armer. J'ai interviewé, moi, le président Touadéra à Bruxelles le mois dernier. Il m'a expliqué que la MINUSCA avait aidé les groupes armés, notamment à mener des opérations terroristes dans tout le territoire centrafricain, notamment à disséminer des mines qui font des morts parmi les civils. C'est cela la réalité. Aujourd'hui, tous les Centrafricains savent que la MINUSCA, elle n'a pas apporté la paix, elle n'a pas neutralisé les groupes armés, mais au contraire, elle leur a permis de se déployer. Elle a notamment permis au général Bozizé de neutraliser et de fermer le corridor économique qu'on appelle le corridor Bangui-Douala et à contrôler cette route. Aujourd'hui, c'est terminé. Par exemple, les FACA et alliés aux Russes, elles ont permis à l'État centrafricain de se réapproprier les droits de douane et à se réapproprier la ville de Bossangoa. Vous savez qu'aujourd'hui, les grandes manifestations du peuple centrafricain contre les groupes de la MINUSCA, elles concernent en particulier les villes de Bangui et de Bossangoa, qui étaient les fiefs de Bozizé. L'autre troisième fief, c'était Bria. Bria, il y a les grandes manifestations anti-MINUSCA. Bria, c'était là-bas que la MINUSCA avait donné la ville au groupe armé du général centrafricain rebelle de Sidney Kabak. Eh bien, aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Les Centrafricains, ils manifestent à Bangui, ils manifestent à Bossangoa, ils manifestent à Bria pour que les groupes armés s'en aillent, mais aussi pour la MINUSCA qui avait remis le pays aux groupes armés sans garde. C'est cela qu'il faut savoir. Derrière tout cela, il y a des intérêts économiques liés à la MINUSCA. Le budget de la MINUSCA, il est d'1 milliard de dollars, écoutez-moi bien, qui sont donnés par la MINUSCA à une série de groupes qui sont des ONG, les ONG de George Soros notamment, qui sont des groupes, des ONG derrière lesquels il y a des firmes de sécurité, notamment les firmes de sécurité occidentales, notamment les firmes de sécurité du fameux Guignolo et des groupes apparentés. Il y a ce milliard de dollars, il est partagé par tous ces groupes. Il n'est pas question pour ces groupes, ces ONG, de laisser partir la MINUSCA et la poule aux œufs d'or que représente la MINUSCA. C'est donc pour ça que l'État centrafricain, elle demande le départ. La diplomatie russe, elle demande le départ de la MINUSCA. Et évidemment, les groupes armés, il n'est pas question pour ceux-ci de laisser la poule aux œufs d'or des groupes armés et de la MINUSCA s'en aller. C'est cela les enjeux géopolitiques. C'est pour ça notamment qu'ils diffusent des rapports bidons, les rapports des ONG de George Soros, les rapports bidons des Occidentaux, Britanniques, Anglais et Américains au Conseil de sécurité. C'est pour cela que les Russes, pour cela que les FACA sont attaqués par tous ces groupes, par les conseils de sécurité, les Occidentaux, etc. C'est pour cela que les Russes, les FACA, les firmes de sécurité
non seulement sont contre ce départ de la MINUSCA et au Conseil de sécurité. C'est pour ces gens qu'ils ont lancé toutes les groupes, les rapports de déstabilisation des Russes, des FACA et excusez-moi, je suis fatigué, mais bien entendu, contre les Russes, contre les FACA, excusez-moi, donc les Occidentaux, les... Que vous preniez un verre d'eau. Nous allons peut-être nous tourner vers le standard pour essayer d'avoir justement certains téléspectateurs qui souhaiteraient justement apporter leur contribution à cette deuxième thématique. Comment comprendre justement ce mécontentement populaire du côté de la République centrafricaine, avec bien sûr une population qui voilà, ne veut plus de la présence justement de la MINUSCA sur le sol centrafricain, il faut le dire. Toute une action a donc été enclenchée depuis donc le mois de juillet dernier du côté bien sûr de la capitale, à savoir Bangui. Une action intitulée donc Stop MINUSCA qui fait donc son bonhomme de chemin dans ce pays de l'Afrique centrale. Alors, des Centrafricains qui manifestent, qui érigent des barricades, qui justement brandissent des messages comme quoi on ne veut plus de la MINUSCA chez nous, il faut dégager, laissez-nous notre pays. Comment comprendre justement ce mécontentement populaire du côté de la République centrafricaine? Nous y allons certainement au standard avec un téléspectateur. Bonsoir. Au standard, bonsoir. Je crois qu'il s'agit de Zerfel depuis l'Allemagne. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir Madame Lida, bonsoir à tous les... Ça fait un bon moment, je n'ai pas appelé par manque de temps. Je regarde toujours à la télévision. Sans elle, je ne peux pas dormir aussi. Je regarde, mais si je n'interviens pas, c'est je suis là. Et je salue tous les techniciens, je salue tous les... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et je salue tout le monde, je salue le directeur et puis tous ceux qui se reconnaîtront et dans mes salutations. Maintenant, ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui, moi, je pense que la population est fatiguée de cette politique qui n'avance pas rapidement. Parce que ça fait des années que les gars, ils sont dans la merde. Aujourd'hui, si les choses commencent à s'ouvrir devant leurs yeux, certains veulent goûter cette joie avant de quitter sur la terre des hommes. Alors donc, quand ils voient certains trucs qui traînent, ils sont obligés de sortir. C'est ça que je disais des choses depuis longtemps. Je dis, parce que quand les choses vont traîner, un jour, la population va se lever contre même le président qui est là. Il dit que la population est fatiguée de cette politique qui n'a ni tête ni queue et qui n'avance pas pour que leur vie change. Alors c'est pourquoi s'ils ne veulent plus voir cette armée-là, ils ont raison. Parce que cette armée-là, elle n'apporte rien de bon à leur quotidien, à leur vie. Parce qu'ils mettent ces hommes qui occupent aujourd'hui ce pays-là, ils mettent la vie d'un de ces citoyens en péril. Parce que quelqu'un qui assiste chez toi avec des armes, c'est même pas comment tu vas se mouvoir, parce que peut-être quand tu as fait quelque chose, il se peut qu'il se dresse contre toi. Donc tout cela, ça les énerve. Parce qu'ils veulent voir maintenant le développement de ce pays-là. Pour que chacun puisse avoir quelque chose à manger. Alors donc, si ces équipements-là qui sont là, il leur demande aux politiciens de mettre l'accélérateur pour que les gars quittent chez eux. Ça, c'est normal. Il ne faut pas venir parce que j'ai un pays et qu'on leur demande et que le chef qui est là, il dit rien là. Peut-être les gens vont retourner contre quoi. Mais comme ce sont des gens qui se font confiance, donc il faut avancer rapidement pour que la population puisse avoir la paix. C'est ça que je voulais dire ce soir. Et je dis merci à tous les techniciens et à tous ceux
comment dire, qui travaille pour Afrique Média, vraiment continuer toujours à informer les Africains pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Merci et à bientôt. Merci beaucoup à vous, Zerfel, de nous avoir appelés au standard, je crois, Youssouf du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir, Madame Lydie. Bonsoir aussi à Louis Michel, bonsoir à Régie. Je vais intervenir par rapport à la première thématique, par rapport au fonds CFA. Je ne sais pas si vraiment c'est une monnaie maudite ou c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec cette monnaie-là. Aujourd'hui, ça fait près de 75 ans que les présidents africains, en fait, les populations africaines utilisent cette monnaie-là. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, là, on n'arrive pas à dire non en Afrique centrale par rapport à cette monnaie-là. Je crois bien une semaine, il y a eu une réunion des présidents, des chefs d'État de la CEMAC. Aucun d'eux, pourtant ils sont en train de partir à la tombe, aucun d'eux n'a eu le courage de dire stop, nous avons assez souffert par rapport à cette monnaie-là. C'est fini aujourd'hui. Nous aussi, on va se dépendre de nous-mêmes. Mais ils n'ont pas osé. Personne n'en parle. Donc, ça veut dire que si nous avons même des problèmes, si la population africaine, surtout en Afrique centrale, a des problèmes, c'est parce que les dirigeants sont des endocolons. Ce sont eux-là même qui font même des problèmes même en Afrique. Parce que c'est mieux de le dire. Si nous avons les problèmes ici là, en Afrique centrale, les problèmes même, la famille, le problème de l'éducation, le problème de santé, il ne faut même pas accuser les Blancs. Il faut accuser nos dirigeants. Parce qu'avec la réunion, je ne comprends pas comment on va appeler sur la table de la réunion qui concerne les Africains, on va appeler maintenant les Français. On va appeler le FMI qui est un docteur, qui est malade. Ça veut dire que le pays est malade pour appeler un docteur, puisque le FMI c'est un docteur, qui va vous faire à la fin pour que vous allez payer les médicaments à la pharmacie. Qui est malade? À part vous, qui décidez que nous sommes des malades, vous les dirigeants africains là. Donc vraiment je suis très sidéré, je suis très déçu par nos dirigeants. Je ne sais pas comment on va faire pour qu'on en finisse une fois avec cette histoire de fonds CFA. Je dis chapeau pour la deuxième thématique, je dis vraiment chapeau au président Touadéra. C'est même lui qui ose quand même dire non à la France. Les dates de genre là, il n'y a aucun, à part lui là, il n'y a aucun qui peut dire non à l'Afrique, aux Occidentaux. Je suis vraiment merci encore. De nous avoir appelés, nous allons prendre, je crois, Madame Cissé au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Linda. Et bonsoir. Bonsoir Linda et bonsoir à Luc Michel. Luc Michel, portez-vous bien, hein? Portez-vous bien. On a encore besoin de votre brillante analyse. Vous avez parlé de la zone CEDEAO qui veut sortir du franc CFA. Ça, c'est un rêve. C'est-à-dire que ce n'est même pas un débat même à mettre sur la table. Quand vous avez des hommes liges comme celui de la Côte d'Ivoire, vous avez le président sénégalais, le président nigérien et puis le Burkina Faso. Vous pensez que ça, c'est des gens, c'est des chefs d'État sur lesquels on peut compter? Mais il n'y a pas de volonté. Jamais. Pour eux, le franc CFA, c'est une manne, c'est une chance. Quand quelqu'un vous dit que c'est une chance, vous pensez qu'il va sortir de ça? Quand un des fameux économistes vous dit que c'est parce que
il a savait au FMI que le franc CFA est bon. Ou bien il fait sortir encore une autre boutade là, c'est parce que le franc CFA a été créé avant l'euro que c'est bon. Qu'est-ce que vous espérez de ces gens-là? Moi, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est pas sur la zone CEDEAO qu'il faut, c'est pas sur la zone CEDEAO qu'il faut compter. Ils ne sortiront jamais. Je vous dis jamais, à moins que ces chefs d'État la dégagent, et qu'il y ait des nouvelles générations qui ont un peu de volonté, de témosité de cette merde-là. Maintenant, sur la Centrafrique, je crois qu'on a assez parlé. Tout le monde connaît le rôle nocif de l'Union africaine. C'est des voyous qu'on met là, qui viennent se promener, se font une fortune. Ils sont là aidés par la France, en train de piller les ressources du pays. Je pense qu'il faut mettre un terme. Le peuple centrafricain, vous ne devez plus dormir. Vous devez battre le sol tant que c'est possible. Il faut battre le sol. Parce que ceux-là, ils n'apportent rien, ils n'apportent pas la paix. Et en plus, ils apportent des maladies. Regardez en Haïti, c'est eux qui ont envoyé le choléra là-bas. Ils viennent piller les ressources. Ils polluent le pays parce que les véhicules, ils polluent le pays. Ils polluent même vos enfants. C'est eux là qui importent tous les vices. Ce sont ceux-là, cette ONU-là, qui importent tous les vices dans les pays. Quand vous voyez la pédophilie, c'est ceux-là qui envoient ça. Donc, au Centrafricain, l'heure est grave. Il faut vous battre parce que le pays est pacifié aujourd'hui. Le pays est pacifié, on n'a plus besoin d'eux, qu'ils dégagent. Parce que l'Afrique, la Centrafrique a tout démontré. Hein. Maintenant, au président Akash Touadéra, il faut qu'ils ne tiennent pas compte de cette élection qui va se passer dans 5 ans. Je ne sais pas c'est quand. Hein. C'est pas quand est-ce que les prochaines élections auront lieu. Mais seulement ce que j'ai à lui dire, qu'il reste là jusqu'à ce que le pays soit pacifié. Qu'il ne quitte pas là jusqu'à ce que le pays soit pacifié. Parce qu'on en a marre de ces histoires de transition, des inutiles qui n'apportent pas la paix. Donc, au président Akash Touadéra, vous resterez là, aidé par la Russie, jusqu'à ce que le pays soit pacifié et jusqu'à ce que cette merde de ONU là dégage à tous les Centrafricains. Courage, toute l'Afrique vous soutient. Je vous remercie et bonne guérison aussi à Luc Michel. Merci à Lila. Merci à vous, Madame Cissé, de nous avoir appelés. Nous allons rester au standard avec d'autres appelants. Est-ce que nous avons un appelant au standard? Alors, ce qui nous permet justement de retourner à vous, Luc Michel, en espérant que nous sommes toujours ensemble, Luc Michel. Je suis là, Linda. D'accord. Alors, l'autre question que je voudrais justement vous poser est celle de savoir, pensez-vous effectivement que la témérité de ces populations à vouloir voir partir la MINUSCA de la République centrafricaine pourra porter ses fruits? Écoutez, c'est un phénomène qui concerne toute l'Afrique. Il y a des manifestations dans tout le Mali pour le départ des Français. Il y a les manifestations de Bangui pour le départ des Français de la MINUSCA. Et vous avez au Congo des manifestations de la population, notamment dans la région de Béni, pour le départ de la MONUSCO. Contrairement malheureusement au président Tshisekedi qui a renouvelé le mandat de la MONUSCO et même appelé les forces spéciales américaines au Congo. Il faut savoir que le bilan est le même partout. Vous avez 3 grandes opérations. Vous avez la MINUSMA au Mali, la MINUSCA en Centrafrique, la MONUSCO au Congo. On voulait même à un moment donné créer une force de casque bleu au Burundi en 2015. Mais là, le président, il risque bientôt à aider le président Nkurunziza à éviter ce qui est une plaie pour un pays africain. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Au Congo, ils sont depuis plus de 25 ans. Au Mali, en Centrafrique, ils sont là puisque ça a été 2 scénarios géopolitiques à la libyenne en 2012 pour fracturer ces 2 pays. En 7 ans, ces gens n'ont rien fait. Ils ont des budgets chacun de plusieurs milliards de dollars par an qui sont dépensés en pure perte. Et donc les populations africaines, en partie d'ailleurs grâce à Afrique Média, vous savez qu'on me reproche et on reproche à Afrique Média de conduire pour le compte de la Russie la fameuse guerre médiatique et hybride en Afrique.
Mais Afrique Média était un véritable révélateur pour les populations africaines. Vous savez que la première génération, ça a été celle des pères fondateurs avec les grandes conférences panafricaines dans les Antilles, des gens comme Dutoit. La deuxième génération, ça a été celle de Lumumba, Nkrumah et Nasser. La troisième génération, celle de Kadhafi. Mais le panafricanisme, c'était une affaire des élites africaines et des intellectuels. Il n'y avait pas des masses africaines derrière. Puis Afrique Média est venue, c'est la quatrième génération qu'on appelle aussi le néo-panafricanisme. Eh bien, aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'Africains partout en Afrique qui ont compris ce qu'était la domination coloniale, le colonialisme, l'exploitation. Et aujourd'hui, les masses africaines, elles ne se laissent plus usurper par les donneurs de leçons et en particulier par la 5e colonne africaine. Ce qui se passe à Bangui aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Bamako, c'est ce qui se passe à Beni, c'est ce qui se passe au Katanga, c'est ce qui se passe également au Burundi, c'est ce qui se passe partout. Les masses africaines ne se laissent plus avoir et aujourd'hui, les gens dans toute la Centrafrique, elles ne veulent plus de ces gens qui n'ont apporté que le malheur, la suggestion, la criminalité, les viols et les groupes armés, les sécessions partout. Aujourd'hui, ces gens doivent déguerpir, que ce soit les missions militaires occidentales, que ce soit les casques bleus. Il faut comprendre quelque chose en Centrafrique. L'arrivée des Français en 2012, puis l'arrivée des casques bleus en 2014, elles sont liées les unes aux autres. C'est le malheur et les Africains l'ont compris. Il n'y a pas que cela d'ailleurs. Il faut savoir que le terrorisme, par exemple, le djihadisme, il intervient à partir des années 90 dans le sillage des casques bleus pakistanais. Les casques bleus pakistanais, qu'est-ce que c'est? Ce sont des officiers, des sous-officiers, des soldats qui sont des wahhabites, c'est-à-dire des gens proches de l'Arabie saoudite. Les premières cellules djihadistes, les cellules de financement islamiste radical dans toute l'Afrique, elles interviennent dans le sillage des Pakistanais. Voilà ce que les casques bleus ont apporté. Il est temps que ces gens-là s'en aillent. Il faut quand même dire quelque chose, c'est qu'il y a des casques bleus qui ont fait leur travail, les Rwandais, les Burundais en Somalie par exemple. Eh bien, ces gens-là, on les a sabotés. Les casques bleus qui ont fait leur travail, ils ont été sabotés par les généraux, par la direction. L'homme qui dirige la MINUSCA, c'est un Français qui s'appelle Jean-Pierre Lacroix. C'est le principal associé, le principal complice des groupes armés en Centrafrique. Il est temps que ces gens déguerpissent. Il faut qu'ils le fassent rapidement. Malheureusement, l'Union africaine n'est pas derrière les populations africaines. Au contraire, elle est la complice, la 5e colonne des Occidentaux. Pour sortir, c'est donc désormais un secret de polichinelle. Nous savons hein, qu'aujourd'hui, si la majeure partie des groupes rebelles, ou du moins si la majeure partie des villes qui jusque-là étaient contrôlées par ces groupes rebelles, ont été reprises par les forces armées centrafricaines, c'est bien sûr grâce à l'appui des instructeurs russes, donc présents sur le territoire centrafricain. Est-ce que vous pensez quand même que cette Russie-là peut être justement d'un soutien, du moins, ou d'un apport justement indéfectible à cette opération appelée, ou du moins cette action qui est donc menée, Stop MINUSCA? Oui, parce que la Russie, elle est en Afrique pour des intérêts géopolitiques fondamentaux. Ce que la Russie et les Occidentaux préparent, il y a deux blocs maintenant. Il y a un bloc américano-occidental avec la France et les États-Unis. Il y a un bloc de l'Est avec la Russie, l'Iran qui vient d'arriver en Afrique, dans une dizaine de pays, et la Chine. La Russie, elle sait que si elle n'arrache pas des mains des Occidentaux l'Afrique, elle sait qu'elle va perdre la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, c'est pas pour tout de suite. Elle est prévue par les géopoliticiens américains ouvertement parce qu'ils sont cyniques entre 2050 et 2070. Les Russes actuellement, ils sont présents dans 14 pays africains, il n'y a pas que la Centrafrique, et ils ont un projet libérateur. Ils veulent dégager les Africains, ils veulent des États africains souverains avec des armées puissantes. C'est cela qu'il faut retenir aujourd'hui, bien entendu.
Et la Centrafrique, c'est l'épicentre de ce grand jeu africain. Et c'est cela que les Russes sont en train de démontrer en Centrafrique, c'est qu'ils sont des partenaires efficaces pour établir les souverainetés africaines. J'ai interviewé le mois précédent le président Touadéra à Bruxelles pour le compte de la télévision iranienne, précisément Presse TV. Il m'a expliqué qu'aujourd'hui, il avait la souveraineté de l'État centrafricain sur 80% du territoire. Les Russes les ont aidés à reprendre le contrôle des douanes, notamment les Russes interceptent les colonnes de casques bleus de la MINUSCA dans le corridor économique Bangui-Douala et ils ont pris les casques bleus à faire du trafic. Ils ont intercepté les colonnes de la MINUSCA, ils les ont fouillées, ils ont mis à jour des trafics, du marché noir, etc. C'est cela que fait la Russie. Et donc, évidemment, vous comprenez pourquoi actuellement il y a tous ces rapports qui accusent les Faquins et les Russes de soi-disant violations, de crimes de guerre, de violations des droits de l'homme. Tout ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des rapports bidonnés. Mais ce qui est vrai, c'est que la MINUSCA, elle participe avec les groupes rebelles à des violations, à des crimes de guerre, à des viols. On se rappelle les viols des Français, des enfants et des jeunes filles centrafricaines. Eh bien, aujourd'hui, les casques bleus de la MINUSCA, en particulier les soldats du Bangladesh, ils font la même chose. C'est contre tout cela que les populations centrafricaines se révoltent. Il faut savoir que la Russie ne laissera plus faire. Il faut savoir que les populations centrafricaines ne laissera plus faire. C'est la fin de l'impunité pour les Soudanais occidentaux, que ce soit les Français ou que ce soit les gens des casques bleus. D'avoir participé à cette émission. Appel sur le continent qui se referme. Merci également à nos nombreux téléspectateurs, vous qui avez été là du début jusqu'à la fin justement de cette édition. Stop FM donc pour cette autre sortie. Le rendez-vous est certainement pris pour demain avec effectivement d'autres thématiques aussi alléchantes, surtout pour le développement du continent africain. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le secrétaire. Bonsoir, monsieur. Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne